Il existe des espèces qui passent toute leur vie en mer, près de la surface ou plus en profondeur. Oursins, anémones, poissons en bancs entiers ou prédateurs solitaires à l'affût. D'autres espèces, elles, ne font que passer. Ici, les déchets des uns deviennent parfois les abris des autres. Mais pour tous ceux qui restent au bord, bien souvent, le Grand Bleu demeure un grand mystère rempli d'attraits. D'un côté, la mer Méditerranée, là où elle rejoint les montagnes et les côtes corses, et en particulier la petite ville de Calvi, perchée là-bas sur son rocher. Et puis de l'autre, la station de recherche sous-marine et océanographique. Bienvenue sur la pointe de la Révélata, et en particulier à Starezo, ces bâtiments construits pour se dissimuler le mieux possible dans la roche, imaginés, rêvés il y a une cinquantaine d'années par le recteur de l'époque de l'Université de Liège pour permettre à des chercheuses et des chercheurs de venir étudier ce mini-océan qu'est la mer Méditerranée, étudier ses habitants, étudier ses évolutions aussi, et c'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. La Méditerranée représente 1% de la surface bleue de notre planète. Cette faille entre l'Europe et l'Afrique plonge jusqu'à 5000 mètres de profondeur. En surface, elle est constellée de milliers d'îles, dont la Corse, à 180 km au large des côtes françaises. Au nord-ouest de l'île de Beauté, la ville de Calvi. Et juste en face, Starezo, où m'attend Sylvie, plongeuse depuis l'âge de 12 ans. Elle est aujourd'hui professeure d'océanographie pour l'Université de Liège et toujours prête à parler de ses recherches et de la station qui l'accueille. Salut Sylvie. Hey, bonjour Tanguy. Ça va? Oui, ça va et toi? J'ai l'impression d'arriver dans un décor de film, je t'avoue. C'est quoi cet endroit? Alors c'est notre station de recherche océanographique et sous-marine de l'Université de Liège. Ouais. Pourquoi avoir mis cette station précisément ici? Le pourquoi, je pense que c'est plutôt le hasard. Ah ouais? C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 1960, ils ont cherché un endroit pour construire une station. Donc le recteur de l'Université de Liège de l'époque, il a prospecté à la côte belge, il a prospecté sur le littoral français. Et finalement, ils sont venus en Corse et là, le contact avec les Corses s'est très bien passé. Et l'université a acheté la presqu'île pour y construire donc cette station avec une architecture tout à fait particulière. Si tu regardes la couleur du bâtiment et la roche, ça reproduit presque parfaitement la couleur du granit qu'on a derrière. C'est ça, ouais. Ce qui fait que quand on est plus au large, on ne voit pas la station. Et alors c'est beau, et puis c'est aussi fonctionnel pour toi, parce que t'es pas là juste pour admirer le paysage. Voilà. Donc tu vois, on est au pied de l'eau, on mange là-bas sur les tables, et puis quelques mètres plus loin, on peut descendre à l'échelle, on plonge, et là au niveau du bateau, eh bien, tu as 3 mètres de profondeur. Quelle que soit la météo, pratiquement, on peut toujours se mettre à l'eau et faire nos expériences, nos prélèvements. C'est ce qu'on va faire, non? C'est ce qu'on va essayer de faire, oui. Ce rêve a donc pris forme sur la pointe de la Révélata, au pied du phare, juste à la sortie de l'eau. Des laboratoires à quelques mètres de la mer, des matériaux aux couleurs de la roche et une architecture qui rappelle une base secrète d'un film de James Bond, mais conçue en réalité pour évoquer les ruelles et les petites places d'un village corse. Trêve de discussion, il est grand temps de se mettre à l'eau. Le ciel est couvert et le vent remue la mer. Autant dire qu'on peut oublier la plongée en mode Grand Bleu. Ça risque plutôt d'être une grosse soupe. C'est pas l'image d'Épinal de la Méditerranée aujourd'hui, là. C'est quand même bien couvert, bien chargé. C'est vraiment tempête, là. Alors, je sais pas combien souffle le vent, mais c'est pas mal, là. On a une belle houle. Bientôt, il ne faudra plus sauter dans l'eau. Elle va venir à nous. Qu'est-ce que tu me fais voir aujourd'hui? On va pas voir très loin parce qu'il y a beaucoup de particules en suspension. On va essayer de voir quelque chose. Déjà de se voir, ne pas se perdre. Alors, on va pas trop se focaliser sur les poissons parce qu'ils sont sûrement complètement enterrés. Donc on va peut-être plutôt se focaliser sur ce qu'il y a sur la roche ou dans l'herbier. Et effectivement, une fois dans l'eau, la visibilité est très mauvaise. Le vent, les marées et les vagues ont remué le fond et charrient tout ce que la mer peut déplacer. J'ai bien du mal à suivre Sylvie, qui disparaît à 2 mètres de distance.
Quant à la houle, elle donne le mal de mer sous l'eau. Bon, ça valait la peine quand même le petit repérage là. Bon oui, c'est clair. Moi je trouve que c'était sympa. Hein. Un peu mouvementé quoi. D'habitude c'est beaucoup plus clair. Il n'y a pas de houle comme ça. Mais j'avoue que je me suis perdue. Je ne savais plus où on était. On ne voyait pas assez loin et je n'arrivais plus à me repérer dans l'espace. On a quand même vu un peu de poissons. Et puis surtout l'herbier là, c'est pas une pelouse en fait, c'est plutôt une forêt pour C'est une forêt. l'herbier. Donc, dans l'herbier, on n'a pas vu trop de poissons. Mais il y a des petits juvéniles qui se promènent, qui se baladent, qui se nourrissent. À un moment, tu m'as montré comme une grosse boule, tu vois, Oui, tout ce qui est détaché. Donc c'est les feuilles mortes. C'est l'automne qui arrive, donc les feuilles qui tombent. Et pour la piscinerie, elle perd aussi ses feuilles, comme les arbres. Il y a aussi des mollusques qui se baladent sur les feuilles, mais de nouveau là, il y a trop de moules, on ne les a pas vus. C'est parti remise quoi. Si la Méditerranée est beaucoup plus imprévisible et tempétueuse que son image ne le laisse croire, le retour du beau temps n'est jamais loin. L'occasion de se remettre à l'eau, dans le sillage de Sylvie, la professeure d'océanographie de l'ULiège. Et cette fois-ci, on découvre des poissons par centaines. En habituée des lieux, Sylvie me montre du doigt des comportements et des espèces auxquelles je ne connais pas grand-chose. Sous l'eau, impossible de communiquer. Il va falloir attendre la sortie pour décrypter ce que nous avons aperçu sous la surface. Il y avait déjà un peu plus de vie là. Oui, il y avait du monde, effectivement. Ça se disputait, ça mangeait, ça se reproduisait. Il y en avait pour tout le monde. Moi, j'ai aucun critère pour reconnaître les poissons. Qu'est-ce que tu regardes pour identifier un poisson? La forme, tu en as des très allongés, tu en as des plus hauts. Alors il y a des taches de couleur qui sont très reconnaissables. Ouais. Donc, tu vois, on a vu un poisson un peu allongé, il était rayé brun et un peu plus clair. Et à un endroit où il avait une belle tache bleue fluo. Ok, je vois. Ben, ça, lui, je le reconnais tout de suite par la robe et par la tache bleue. Donc ça s'appelle un serrant écriture. Donc tu regardes la forme, La forme, la couleur. et la manière dont il nage aussi. Tu en as qui nagent en ondulant le corps comme ça. Ouais. Et alors tu en as les petits castagnols. Ben, eux, ils nagent tout droit et puis tout d'un coup, ils font pop, pop, et ils montent d'un coup. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils gobent des trucs dans l'eau? Ben, ils mangent le plancton. Et comme il y a plein de particules, ben là, il y a à manger, mais c'est fait. opulence. Hein. C'était moins l'aventure que ce matin, mais un peu plus on a plané là. À un moment, on planait Oui. sur, C'était plus régulier comme petit trajet. Le jour suivant, Starezo n'a pas bougé. Sur le quai, un homme tire une valise. Tu pars en voyage? Ouais, je pars en voyage. Où j'arrive, où je débarque. Donc ça, c'est On le va sous-marin. le sortir, on va le poser, on va l'équiper. Ok. Et après, on va se préparer, on va le mettre à l'eau. Donc c'est plus toi qui vas aller hausser l'engin, quoi. Voilà. Et disons qu'on va se mettre à l'eau sans avoir besoin de se mouiller. Donc voilà, on a la machine qui est là. Ouais. Donc, C'est un drone, sauf qu'au lieu de voler, il au coule. lieu de voler, lui va sous l'eau. Pourquoi t'as un câble alors qu'un drone qui vole, il n'en a pas besoin? Voilà, alors il y a un câble parce que la technologie actuelle n'est pas encore suffisamment avancée pour faire passer les ondes sous l'eau. Donc on est obligé d'avoir ce qu'on appelle le fil à la patte, hein, d'avoir un câble Ok. qui nous retransmet le flux vidéo et toutes les commandes du drone. On va dérouler un peu de câble et on va le mettre à l'eau. Et là, t'es parti, quoi. On va descendre. Donc là, on a la Posidonie, hein, tu vois bien que Ouais. l'herbier de Posidonie, tu vois, le rocher. Tu vois, regarde, quand on arrive par exemple sur quelque chose comme ça, là, c'est la prise d'eau de mer que l'on a pour alimenter la station en eau de mer pour les aquariums. Donc là, je peux aller voir ce qui se passe.
pourrais presque tourner la vanne si tu veux. Tiens, t'as ta pince là. Oui, ça va. L'avantage qu'il y a avec ce genre de machine, c'est de pouvoir aller prospecter, aller chercher des choses sans envoyer de plongeurs ou avant d'envoyer des plongeurs. C'est ça, ouais. Donc on va prospecter sur des sites, sur des têtes de roches, éventuellement pour voir s'il y a des langoustes, s'il y a de la vie, s'il y a quelque chose d'intéressant pour nous, nos projets scientifiques, au niveau de la faune et de la flore. Et à ce moment-là, une fois qu'on a repéré le site et qu'on s'est dit, voilà, on a fait des belles images, ça vaut le coup d'aller voir, à ce moment-là, on envoie des plongeurs qui, eux, vont faire de la photo, qui, eux, vont observer, qui, eux, vont faire du comptage, vont écrire, marquer tout ce qu'ils ont besoin sur le site pour avoir des données scientifiques. C'est ça. Après, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de l'envoyer sur des profondeurs où les plongeurs ne vont pas. Ok. Hop là, regarde, t'es au milieu des... T'as vu, t'es au milieu des castagnols. Voilà, les castagnols, tranquilles, Ah ouais. tu vois. Les castagnols, ils sont passés de tous les côtés de ton drone. À Là, l'encre. on est sur l'encre. Ah, t'es à l'encre. Regarde. Hop là, regarde les poissons. Ah, ils sont, Regarde, ils sont complètement tranquilles, de hein. toi, quoi. T'as vu, ils sont juste à côté, les Ah, poissons. ouais. T'as vu, ils sont pas effrayés, ils sont tranquilles. C'est bluffant, quoi. Et on va aller voir avec les éclairages. Tu vois les couleurs. Ouais. Regarde, si j'enlève les éclairages, on n'a plus Ouais, t'es rien. dans le noir, quoi. Là, hop, Regarde. bim. Ouais, effectivement. Et là, tu pourrais littéralement tenir des heures ou des jours à cette profondeur-là, quasi, alors que... Bah, disons qu'après, ce qui nous bloque, c'est l'autonomie de la batterie. Lui, il est fait pour une pression de 300 mètres. Ouais. Donc moi, je peux le laisser, et tant qu'il y a de la batterie, je peux le laisser sous l'eau. Hein. Si le drone sous-marin peut accomplir des missions en profondeur, rien ne remplace les plongeuses et plongeurs pour certaines missions. Même quand la technologie est beaucoup moins incroyable qu'on ne pourrait penser. Bon, comme on fait des économies sur le matos, je filme avec mon téléphone. Hop là! Avec une meilleure visibilité, ce ne sont plus des centaines, mais des milliers de poissons que nous croisons. Les explications attendront la sortie. L'heure est à l'émerveillement. Sylvie se dirige ensuite vers l'herbier de Posidonie, de grandes herbes qui balancent au rythme de la mer. À 10 mètres de profondeur exactement, elle me montre un carré. Ici, la croissance lente de l'herbier est mesurée depuis 50 ans par les chercheurs. Autour de nous, des dizaines de méduses, incapables de se soustraire au courant et qui se laissent dériver dans une danse lente et énigmatique. Les poissons ont vite fait de repérer les plus faibles. Il n'y a aucune cachette possible pour ces animaux, qui vivent en suspension dans le grand bleu. Arrivé au fond, Sylvie attire mon attention sur les tuniciers. Ces animaux qui ne bougent pratiquement pas et semblent se contenter de filtrer l'eau pour en retirer leur nourriture. Dans les rochers voisins, une murène réfugiée dans une faille semble attendre patiemment son heure. Et plus loin, un banc de barracudas semble en appétit. Effilé et rapide, il traverse la baie regardant de tous les côtés. C'est donc avec des trésors plein les yeux que nous remontons vers la surface. Aujourd'hui, on a été servis, hein. Plein d'espèces, plein de bancs. On a vu des corbes, des sards, des castagnols, des rougets, des saupes, des murènes. Les castagnols, maintenant, je vois, c'est les petits avec une queue comme ça derrière. Des rondelles, ouais. Donc les tout petits sont tout à fait différents. Et les tout petits, ils sont bleu fluo, les Ouais. juvéniles. Et t'en as même, quand on regarde là, sur le fond, t'en as qui sont à moitié bleus, à moitié noirs. Ok, Et donc c'est ceux qui passent de l'état juvénile à l'état adulte. ok. T'as vu l'ophiure, donc l'espèce d'étoile de mer Ouais, hallucinant. qui marchait sur le fond. T'appelles ça comment? Une ophiure. Ophiure.
la même famille que l'oursin qu'il y avait à côté d'ailleurs. Et donc tout ça, ça vit sur le fond. Ça a l'air d'être des créatures de l'espace, quoi, pour nous. Ça se déplace de technique Ouais, mais inédite, ça. si tu regardes en fait aussi où on était, ben, t'as plein de petits milieux de vie différents. Donc on était dans un endroit où on avait 3 mètres d'eau au-dessus de nous. Donc là, t'as la possibilité de nager. Pas loin, t'as l'herbier où t'as plein de feuilles qui permettent de nager entre les feuilles, d'avoir toute une série de sources de nourriture parce que tu peux manger sur les feuilles, entre les feuilles, dans le sédiment en dessous des feuilles. Et puis tu as des rochers bien plats qui permettent à des organismes de se poser et de filtrer. Puis les petits cailloux, entre les petits cailloux, ben, tu peux aussi avoir des petits vers et donc là les poissons vont aussi se nourrir entre les petits cailloux. Et donc finalement entre des grandes roches bien plates, des petits cailloux, les feuilles de posidonie, la colonne d'eau, ben, tu as plein de possibilités d'élaborer des stratégies de nourriture, de reproduction différentes en un tout petit espace. S'il y a un prédateur qui s'amène, bon, ben, ils peuvent assez vite redescendre et se planquer dans les feuilles. Et le long des parois, là, tu as quand même pas mal de trous, de cachettes où ils peuvent rentrer vite. Alors, les seuls prédateurs qu'on ait vus, c'est la murène. On ne peut pas la rater. Ouais. Elle a comme technique l'inverse, elle se met dans son trou, elle a l'air de vouloir sortir. Et ouais, alors donc la murène, elle peut un peu chasser à l'affût comme ça. Et c'est aussi une opportuniste. Et donc, elle attend que quelqu'un chasse à sa place et qu'il y ait un morceau qui tombe et qu'elle puisse attraper sans devoir trop se fatiguer. Génial, merci pour la balade. Oh ben, avec plaisir. C'était vraiment beau en tout cas. Si les scientifiques comme Sylvie se laissent parfois aller à la contemplation, ils ont été alertés par la diminution des surfaces d'herbier de Posidonie depuis des années. Alors ils ne font pas que constater le déclin. Ils tentent aussi des expériences comme celle de repiquer l'herbier et de le replanter pour tenter de résorber les cicatrices laissées par des encres indélicates. La technique n'est pas parfaite, mais au moins les scientifiques n'ont pas l'impression d'assister impuissants à la disparition de ces forêts sous-marines. Si la petite baie devant la station est déjà pleine de trésors la journée, la nuit, c'est encore une toute autre histoire. Alors le soir venu, une petite plongée se prépare. Car se mettre à l'eau dans le noir est toujours une aventure. Qu'est-ce que je dois savoir avant de plonger de nuit? Alors, c'est vrai que la Méditerranée de nuit, c'est un environnement totalement différent de ce qu'on voit de jour. On voit des espèces qui sont presque exclusives à la nuit. On verra ce que la nuit nous offre ce soir. C'est le bon mot, on verra ce que la nuit nous offre. Allez, je te suis moi en tout cas. Allez, c'est parti, on y va. J'essaye. À la lueur de nos lampes, nous descendons vers les profondeurs. Et immédiatement, des dizaines de milliers de poissons nous entourent. On dirait un voyage dans un autre univers. Poissons, limaces de mer et autres Bernard l'ermite. À 10 mètres à peine, des formes de vie inconnues au-dessus de la surface se dévoilent dans le faisceau de nos lampes. Qu'est-ce qu'on a vu là dans le désordre? Il y avait tous ces bancs de poissons qui étaient très, très riches au final, enfin une grande diversité d'espèces. Et vu qu'on est en fin d'été, on a tous ces organismes qui sont reproduits et qui ont donné plein de descendants. Donc là, on est vraiment dans les bancs des petits descendants qui se protègent la nuit dans le port. Ouais, tu vois plus de comportements aussi la nuit. Ouais, c'est ça qui est intéressant, tu vois plus de comportements. Les poissons sont plus faciles à approcher aussi. Sinon, quelque chose d'assez exceptionnel, bon, on les voit assez régulièrement, mais c'est comme toujours joli à voir, les calmars. Pas évident à filmer parce qu'ils sont toujours très loin de la caméra. Et là, c'était un sacré banc quand même, hein. Il y en avait quoi, une quarantaine, cinquantaine, quelque chose comme ça. Tout au début, t'as un poisson qui sort un peu de pierre là, tu vois, avec comme des épines sur le dos. La rascasse. Et alors clairement un prédateur, tu le vois en position. Ah ouais, clairement un prédateur. On le voyait justement en position d'attente, prête à sauter sur ses proies.
Alors je sais pas si vous avez fait gaffe, c'est pas évident quand on fait de la plongée en bouteille, mais elle fait un bruit, un croissement, comme les croissements de grenouilles. On pense souvent que la mer est un milieu totalement silencieux, mais en fait il y a plein de bruits, plein de diversité d'organismes qui font des bruits très divers. C'est cet être quand même qui a l'air de voler à quelques centimètres juste au-dessus de la pierre. C'est quoi ça? Alors ça c'est une sèche. Donc les sèches c'est des céphalopodes, donc c'est apparenté aux poulpes et d'autres organismes comme ça. Donc il a des bras et il chasse souvent la nuit, donc il est on le voit assez régulièrement au-dessus des rochers, à l'affût. Et dès qu'il voit un petit poisson passer, hop, il va sortir ses tentacules et capturer le poisson pour les manger. L'Octopus vulgaris, donc le poulpe commun, on s'est rendu compte qu'il sortait pas mal de nuit dans la baie de Calvi. Et donc il va aller chasser toutes les petites proies qu'il a sur le sol. Et lui aussi, il a des comportements assez particuliers quand on s'approche de lui ou quand on l'observe. Il va aller chasser avec ses bras tous les petits organismes dans les trous, se déplacer avec ses bras. Et aussi changer de couleur quand on s'approche. C'est sans aucun doute une des créatures les plus fascinantes de la mer. La pieuvre n'a pas de squelette, mais 3 cœurs et 8 tentacules, dans lesquels se trouvent des millions de neurones pour toucher, goûter, analyser au moyen de ses ventouses. Après des décennies d'études de la Méditerranée au départ de la station, l'équipe de Starezo mène désormais des recherches au large, grâce à un bateau conçu par et pour des scientifiques. Avec nos petites embarcations, on étudie essentiellement les phénomènes qui se passent à la côte. Ici, on peut aller vers le large, où on peut aller prélever à plusieurs centaines de mètres de profondeur. On a toute une série d'appareils, donc des caméras appâtées, donc on descend des pièges avec de la nourriture dedans, on descend ça à plusieurs centaines de mètres de profondeur pour voir qui vient manger, des langoustes dont on fait le recensement à l'échelle de la Corse, homards, poulpes, voilà, tout ce qui économiquement a une valeur en termes de pêche par exemple. Ce jour-là, Sylvie est à la manœuvre pour recueillir des échantillons au large de Calvi. Ok, c'est bon, on peut remonter. Elle prélève de l'eau en profondeur qu'elle va ramener en laboratoire pour analyse. Et c'est quoi l'intérêt de le faire depuis un bateau? Imagine que je descende avec ça à 50 mètres. Je ferai une plongée. Ici, on peut parcourir toute la baie et même aller au large pendant toute la journée. Et donc, on peut faire une quarantaine de profils sur l'ensemble de la superficie qu'on a à couvrir. On peut faire beaucoup de prélèvements. Et puis bon, là, on a pris de l'eau, on l'a mesuré, mais on peut aussi faire un prélèvement de plancton, par exemple. Et donc, on a, sur une même zone, les données physico-chimiques, température, salinité, les nutriments, dans mon petit pot que j'ai prélevé, et la quantité de plancton qu'il y a. Et donc, d'une station à l'autre, on voit comment ça change et comment on peut mettre en relation ces différents paramètres. Alors la Méditerranée, elle est considérée comme la plaine de jeu de l'océanographe. Parce que même si elle est extrêmement petite, en termes de surface ou de volume, c'est à peine 1% de la surface globale des océans, elle a une topographie telle qu'elle est extrêmement profonde et le temps qu'il faut pour une goutte d'eau de la Méditerranée de faire le tour de l'ensemble du bassin méditerranéen, c'est environ 70 ans. Donc ça veut dire qu'en 70 ans, dans le bassin méditerranéen, eh bien, toute l'eau a été renouvelée. Si on fait ça à l'échelle des océans, c'est plusieurs centaines d'années, voire des millénaires. Et donc, toutes les transformations de l'activité humaine ou du changement climatique, ici, on peut les mesurer en un siècle. Donc, c'est pour ça que nous, tout ce qu'on étudie en termes de courant, en termes de changement biologique, eh bien, on les voit déjà en mer Méditerranée, alors que dans d'autres régions du monde, on ne le voit pas. C'est the place to be pour l'océanographe. Starezo, la station de recherche fondée par l'Université de Liège, accueille aussi des formations pour les plongeurs scientifiques. Toutes et tous sont déjà des plongeurs confirmés. Mais pour la recherche, ils peuvent être amenés à effectuer des plongées très particulières. Le plongeur scientifique est un scientifique.
qui, comme le botaniste met ses bottes pour aller dans la forêt, le plongeur scientifique, le biologiste marin, prend son équipement de plongée et va sur son laboratoire. Rien ne remplace le rendu de ce qu'on obtient sur le terrain. Ce jour-là, leur instructeur, Alain Noreau, les emmène pour une plongée sur une épave datant de la Deuxième Guerre mondiale. Arrivés au-dessus de l'objectif, plongeuses et plongeurs basculent vers les profondeurs. Rodés à l'exercice, ils descendent rapidement. Et soudain, elle apparaît. Aussi silencieuse que chargée d'histoire. Alors le but de la plongée sur cette épave ici, c'était illustrer les techniques de photogrammétrie. La technique de photogrammétrie permet, avec une prise de vidéo, avec une caméra, finalement de reconstruire un modèle à 3 dimensions de l'objet que tu as vu. Et ensuite, maintenant, on se focalise sur des morceaux de cette épave pour avoir une plus grande vision. C'est très utile pour ceux qui étudient l'histoire de ces épaves. La carcasse de l'avion repose depuis 80 ans à 30 mètres de profondeur. Alors pas le temps de flâner. Il faut rapidement mettre en pratique ce qui a été préparé dans la théorie. Mais impossible de ne pas voir la vie qui grouille sur et autour de l'épave. L'avion est le lieu de vie de pas mal d'espèces. 100% de la surface va commencer par être couverte par divers organismes qui vont bien sûr en appeler d'autres qui s'en nourrissent. Une épave est une oasis de vie quelque part. Quelques minutes à peine, immergés dans les profondeurs de la mer et de l'histoire. Et déjà il est temps de remonter vers la surface tout en profitant du décor. Pour moi, après près de 50 ans de plongée, je peux te dire que c'est un des plus beaux sites, un des sites les plus riches de mer Méditerranée que je connaisse. Et donc il y a une telle diversité que, oui, ça demande à être connu, évidemment. Et ça permettra de mieux le protéger. Donc à ce niveau-là, c'est très utile que d'essayer de pouvoir montrer ce milieu au plus grand nombre de personnes. Depuis quelques décennies à peine, notre espèce est capable, grâce à quelques tuyaux et un peu de technologie, de respirer sous l'eau. Passé l'ivresse des profondeurs et des découvertes, il nous reste quelques instants pour profiter du spectacle. Juste le temps de s'émerveiller. Avant de revenir sur Terre, des souvenirs plein la tête et des envies de mieux comprendre le Grand Bleu. C'est devant les bâtiments de la station de recherche sous-marine et océanographique que se termine cet épisode du Jardin extraordinaire consacré à Starezo, ce rêve d'un recteur de l'Université de Liège il y a plus de 50 ans, qui est aujourd'hui encore une réalité pour permettre aux chercheuses et chercheurs de venir étudier la Méditerranée, ses effets, ses changements, ses habitants, tout ce qui va nous permettre de mieux comprendre l'avenir d'une immense région qui entoure ce mini-océan. Vous trouverez d'ailleurs plus d'informations à ce sujet sur notre site internet et notre page Facebook. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, ou quand vous voulez sur Ovio pour de nouveaux Jardins extraordinaires. Merci de nous suivre.